Donc, l'Allemagne nazie va développer des projets de nouvelle Europe et de communauté européenne. Le discours d'Adolf Hitler au Parlement le 7 mars 1936, au Parlement de Berlin, l'humanité et en particulier les peuples européens auraient évité bien des problèmes lorsque l'espace vital et la coopération économique en Europe ont été façonnés politiquement, s'ils avaient respecté des conditions de vie naturelles et évidentes. Les peuples d'Europe représentent une seule famille dans le monde. Il n'est pas très intelligent d'imaginer que dans un espace aussi étroit que celui de l'Europe, une communauté de peuples puisse longtemps maintenir des systèmes de loi reposant sur des conceptions différentes. 7 mars 1936, donc Hitler est au pouvoir depuis 3 ans, vous voyez que c'est le coup d'envoi. On est encore en paix à l'époque, en 1936. C'est le coup d'envoi de l'idée d'une construction européenne au forceps. Parmi les proches, parmi les juristes qui seront dans l'entourage d'Hitler, il y a ce monsieur dont j'ai déjà parlé, sur lequel je reviens. Walter Hallstein, né en 1901, mort en 1982. C'était un professeur de droit, un éminent juriste allemand qui fut nommé doyen de la faculté de droit de l'université de Rostock en 1936. On le voit ici. Le représentant du gouvernement de l'université, c'est le professeur, le docteur Walter Hallstein, qui fait un serment, au moment de sa prise d'entrée en fonction, il transmet un document dans lequel il met « Je déclare que dans la période de l'après-guerre, c'est l'après-première guerre mondiale, j'ai été membre des organismes suivants. Pendant la période que j'ai passée en tant qu'assistant d'avocat, j'appartenais à l'association des assistants d'avocats du Reich. En tant que professeur, j'appartenais à l'association des universités allemandes du Reich. Aujourd'hui, je suis membre de l'association des juristes allemands nationaux socialistes, Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen, les BNSDJ, et de l'Association nationale socialiste des enseignants, la Nationalsozialistischer Lehrerbund, et des maîtres de conférences. Alors, d'autre part, ce monsieur, donc, en 1936, a reçu confirmation d'être nommé au poste de doyen de la faculté de droit et d'économie. C'était le chancelier de l'université de Rostock qui lui dit, sur la base de l'autorité qui m'est conférée par le ministère de l'Éducation du Reich, le 18 mai 1936, je suis au plaisir de vous nommer au poste de doyen de la faculté de droit et d'économie. Je vous demande de m'informer de la personne que vous avez nommée en tant que votre adjoint. Alors, Walter Hallstein, ensuite, comme je l'ai déjà expliqué, va entrer en scène suite à la visite que Adolf Hitler fait le 9 mai 1938 à Rome pour rencontrer Benito Mussolini, le duce de l'Italie fasciste, et ils conviennent de mettre sur pied une nouvelle Europe, qui sera donc une dictature européenne placée sous leur contrôle et qui sera donc conforme à ce que souhaite l'oligarchie financière, ceux qui se rencontrent autour du board, du tapis vert du conseil d'administration de la Banque des règlements internationaux à Bâle, ou bien de la puissance de toutes ces concerns de IG Farben, Vereinigte Stahlwerke, etc., et puis de tous ces fonds américains qui vont financer cette affaire. Je n'ai pas parlé, je vous renvoie aux travaux d'Anthony Sutton sur la famille Bush, Prescott Bush, dont le nom sera à de nombreuses reprises prononcé. Est-ce que cette famille texane elle-même contribuera à ce genre de financement? Donc, suite à cette rencontre à Rome, du 21 au 25 juin 1938, Walter Hallstein représente le gouvernement nazi pendant les négociations d'État avec l'Italie fasciste concernant la mise en place d'un cadre juridique de la Nouvelle Europe. On a recours tout simplement à un juriste éminent pour savoir comment on pourrait bâtir une espèce d'union européenne, d'Europe, de communauté européenne, qui permettrait au passage de retirer le pouvoir au peuple. Voilà. Donc c'est M. Hallstein qui aura le premier l'idée d'une organisation, enfin c'est pas exactement le premier, mais il reprendra l'idée qui est née déjà dans le cerveau de Coudenhove-Kalergi, qui l'avait reprise au Deuxième Reich, c'est-à-dire l'idée d'une chambre des États, l'idée d'un représentant par État, sauf que le représentant par État ne sera pas élu par les peuples, il sera seront nommés, et puis en fait on aura une oligarchie qui sera complètement coupée du suffrage universel, et puis surtout comme il n'y a pas de peuple européen, il ne peut pas y avoir de démocratie, puisqu'il n'y a pas déjà, il manque le truc de base, c'est-à-dire le démos, il n'y a pas de peuple européen. Alors, on retrouvera tout à l'heure Walter Hallstein après-guerre. Au moment de l'Anschluss, voici quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est Arthur Seyss-Inquart, qui était l'artisan de l'Anschluss en 1938. C'était un Autrichien d'origine, nazi, qui, l'Autriche étant née, vous savez, des décombres de la Première Guerre mondiale, c'était Deutsches Reich, c'est-à-dire la partie qui parlait l'allemand de l'Empire austro-hongrois, et
au moment des traités de Versailles, de Trianon, de Sèvres qui ont clôturé la Première Guerre mondiale. C'est un fait assez choquant qu'on a reconnu le principe des nationalités pour tout le monde sauf pour l'Allemagne. Donc l'Autriche, qui était un démembrement germanophone de l'Empire austro-hongrois, n'a pas été rattachée à l'Allemagne, mais a été considérée comme une entité spécifique, ce qui permettra à Adolf Hitler aux nazis de crier à l'injustice sur le fait qu'on avait créé des nouveaux États, la Hongrie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, sur des bases justement linguistiques, et que ceci avait été refusé à l'Allemagne. Alors parmi les Autrichiens qui seront tout à fait favorables à un rattachement de cette Autriche à l'Allemagne, eh bien il y aura Arthur Seyss-Inquart, qui sera ensuite Gruppenführer. Alors il sera l'auteur de l'Anschluss, enfin, il fera une espèce de... Enfin, il organisera une espèce de prise du pouvoir à Vienne pour favoriser le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne, et il deviendra ensuite Gruppenführer de la SS et gouverneur des Pays-Bas, de l'Allemagne nazie, où il commettra d'ailleurs des atrocités épouvantables. Il sera d'ailleurs transféré au tribunal de Nuremberg, et lui sera condamné à mort et pendu. 26 juillet 1940, il rencontre l'Organisation pour l'étranger du parti nazi, la Auslandsorganisation, et il dit ceci: au-dessus et au-delà du concept d'État-nation, l'idée d'une nouvelle communauté transformera l'espace vital dont l'histoire nous a fait cadeau en un nouveau royaume spirituel. La nouvelle Europe, caractérisée par la solidarité et la coopération entre ses peuples, une Europe sans chômage ni crise économique et monétaire. Toujours les mêmes arguments, hein. Alors, une Europe de la planification et de la division du travail, ayant à sa disposition les techniques de production les plus modernes, et un système continental de commerce et de communication, développé sur une base commune, sera fondé sur des bases solides et connaîtra une rapide croissance une fois que les barrières économiques nationales auront disparu. Honnêtement, vous prenez ce texte ici en jaune, vous l'extrayez, vous le mettez, vous faites une conférence, enfin que je le fasse un jour, en mettant ça dans la bouche de Jacques Delors, les gens diront « très très bien ». Pendant toute la Seconde Guerre mondiale, on a un peu tendance à l'oublier, parce que les Français, on ne leur explique pas quelle est la vraie histoire de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne n'a jamais prétendu, en tout cas dans les autorités, les autorités d'occupation en France, l'Allemagne n'a jamais prétendu transformer la France en Allemagne. Pas du tout. Ils avaient, Hitler avait, aussitôt après la défaite de 1940, rattaché au Reich allemand l'Alsace-Moselle, qui avait été perdue en 1970, regagnée en 1918, qui était repassée en 1940 à l'Allemagne. Mais le reste de la France, Adolf Hitler n'avait jamais dit que son objectif était de le transformer en pays allemand. Pas du tout. Le discours officiel de l'Allemagne nazie consistait à dire « nous allons bâtir tous ensemble une Europe, et nous sommes, nous, extrêmement généreux. Pour la première fois dans l'histoire, vous avez un vainqueur qui est d'une extraordinaire magnanimité, puisqu'en fait, on va faire tous ensemble un truc formidable qui s'appelle l'Europe. D'ailleurs, c'est notre intérêt aussi d'avoir un grand marché, etc. » C'est ce discours-là qu'il faut bien comprendre, qui va être à l'origine, on va le voir tout à l'heure, de tout le discours des collaborationnistes français. Un discours de rationalité économique, d'ouverture sur le monde, de grands marchés efficaces. C'est ça qui va être le discours des Allemands. Et dans la propagande au quotidien, eh bien, on voyait que Adolf Hitler, ici c'est de la propagande qui est diffusée notamment dans les pays sous occupation, mais aussi en Allemagne, Das neue Europa ist unschlagbar. Ce qui veut dire en allemand, la nouvelle Europe est invincible. Europa siegt deinen Wohlstand. L'Europe se bat pour ton bien-être. Europa Freiheit. On voit ici un soldat SS qui terrasse l'hydre bolchevique, la liberté de l'Europe. C'est pour ça que se bat la SS. Échec à l'ennemi de l'Europe. Ça, c'est une brochure publiée en France en 1941 à Paris. L'ennemi de l'Europe, c'est l'Angleterre. Et là, on voit un Stuka allemand qui bombarde des navires britanniques ou américains qui sont les ennemis de l'Allemagne. L'année historique du grand regroupement de l'Europe, telle qu'elle est présentée aux Français, ça n'est pas 1992, le traité de Maastricht, ça n'est pas l'élargissement de 2005,
L'année historique du grand regroupement de l'Europe, eh ça nous est révélé par Paris Soir de 1941, le 1er février 1941. 1941 sera l'année historique du grand regroupement de l'Europe, a déclaré le Führer au Sportpalast de Berlin. Le grand regroupement historique de l'Europe. En fait, Adolf Hitler, facialement, a un discours tout à fait comparable à celui de Robert Schuman. Le point de vue du ministère nazi des Affaires étrangères en 1943, que l'on voit ici à Berlin, à cette époque, voici des notes qui ont été retrouvées de fonctionnaires allemands. L'Europe est à présent trop petite pour des souverainetés querelleuses et indépendantes. Une Europe fragmentée est trop petite pour préserver sa nature individuelle et rester en paix tout en se maintenant comme une puissance dans le monde. Ça, c'est Cécile von Rentefink, dans une note sur l'établissement d'une confédération européenne rédigée en août 1943. Reproduite dans un texte d'un Américain qui s'appelle Walter Liebkens, Documents on the History of European Integration, paru à Berlin et New York en 1985, page 150, c'est cité par John Longland dans La Liberté des Nations, paru chez François-Xavier de Guibert, ou pour ceux qui voudraient faire des recherches quant aux citations. L'Europe est à présent trop petite pour des souverainetés querelleuses et indépendantes, une Europe fragmentée est trop petite pour préserver sa nature individuelle et rester en paix, tout en se maintenant comme une puissance dans le monde. C'est exactement ce que l'on nous dit aujourd'hui. Ça peut être repris tel quel. Alors, en 1943, la pensée du gouvernement nazi également s'exprime chez ce monsieur qui est Roland Freisler. Roland Freisler, il écrit, c'est une des grandes autorités de l'Allemagne hitlérienne, on va le voir, il écrit un ouvrage qui s'appelle « Le pensée juridique de la jeune Europe ». Et vous y verrez notamment ce document de l'histoire de l'Allemagne. Ça, je vous souhaite de bonheur pour trouver le document. De l'histoire de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne et de maints autres peuples d'Europe, on pourrait tirer plus que des exemples à l'appui, car on serait à même d'invoquer des époques entières de l'histoire de ces peuples sous le signe indéniable de l'accomplissement d'une mission pan-européenne. C'est la formulation de Coudenhove-Kaleri. Parmi les tumultueux fracas et luttes de notre temps, luttes auxquelles la destinée nous a donné de prendre largement part, surgit à nos regards, par nos efforts, une Europe nouvelle. Cette Europe veut être libre. Cette Europe veut être... Quand vous allez voir de qui il s'agit, cette Europe veut être libre. Elle veut à vérité de fiers peuples indépendants. Tous ceux qui, ayant leur foyer dans ses confins et qui croient en elle, agissent en conséquence et sont résolus à poursuivre dans cette voie. L'Europe aux Européens, poursuit-il. Cette Europe désire être unie, car ce n'est qu'alors qu'elle sera à même de conserver sa liberté. Et cette unité doit être organiquement intégrée, car ce n'est qu'ainsi qu'elle défiera vents et tempêtes. L'axe italo-germanique vise les forces vivantes de l'Europe. Il veut s'intégrer avec elle dans une communauté familiale des peuples européens, communauté dans laquelle chaque membre trouvera pour ses forces, etc., l'ordre juridique de cette communauté européenne. Alors Roland Freisler, le concepteur de la communauté européenne, il avait été nommé par Adolf Hitler le premier président de la Volksgerichtshof, la principale cour suprême allemande. Roland Freisler a fait partie des 14 membres de la conférence de Wannsee de 1942, du 20 janvier 1942, qui a organisé l'Holocauste des Juifs. Et Roland Freisler s'est rendu célèbre à la fin du Reich, notamment après l'attentat contre Adolf Hitler de 1944, pour envoyer des centaines de personnes à la mort. En fait, c'était un sadique, un boucher, un juriste qui a envoyé des centaines de personnes à la mort, qui d'ailleurs a été tué lors d'un bombardement en 1945. Ici, c'est une petite bande d'actualité, vous allez voir un petit peu à quoi ressemblait comme personnalité ce monsieur Freisler dans un tribunal, voilà comment il conduisait ses procès, l'inventeur de la communauté européenne. Je lui laisse la parole. Ja, das sieht man nicht an. Das ist klar, das kann ja nicht anders sein. Ja, ulkig. Wie wichtig wohl der Franz Zivilanwalt da gewesen sein muss, dass Sie gehabt haben, da nicht mal Soldat geworden sind mit dem Alter. Und dann wonach sind Sie dienstverpflichtet worden?
spricht ja auch für Ihre Haltung, dass Sie sich haben, dass Sie es gemacht haben, bis man Sie Dienst verpflichtete. Feines Früchtchen. Ja, feines Früchtchen. Sie haben gemacht, bis man Sie Dienst verpflichtete. Na, wo sind Sie hingegangen?